Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va continuer sur Batman. Je reprends où j'en étais la dernière fois. Donc écoutez la première partie si vous voulez pas écouter. Et c'est reparti mon kiki. Allez ciao, on y va. First ne se cache pas non plus son bonheur. Nous avons réussi en très peu de temps à développer un langage filmique qui convenait aussi bien à Tim Burton qu'à moi. J'arrivais avec 6 projets et Tim choisissait invariablement mon préféré. À ce niveau, ça en devenait surnaturel. Il a une acuité esthétique si développée qu'il préférait choisir le meilleur de ce que je lui proposais plutôt que de tout remettre en question. Inutile de préciser que c'est une des expériences professionnelles les plus agréables de ma carrière. Embrigadé en février 88, First n'a eu que 3 mois pour concevoir tous les décors du film, y compris la Batmobile, la Batwing et l'intégralité de Gotham City. Gotham City, justement, devait être réalisé grâce à une combinaison de miniatures et de bâtiments grandeur nature érigés sur le terre-plein de Pinewood. Les buildings de la ville sont censés plafonner à 300 mètres, explique First. Mais j'ai su dès le départ que nous construirions à l'échelle réelle que les 15 premiers mètres. Le toit de Gotham City, nous le réaliserions en modèle réduit. Le défi était de combiner harmonieusement les portions de grandeur nature et les structures lilliputiennes. Nous avons sué des barriques, mais nous y sommes arrivés. Pour respecter les délais de construction, les premiers travaux étaient prévus pour mai. First s'était aussitôt penché sur sa planche à dessin. L'essentiel était de concevoir une architecture qui ne soit ni futuriste, ni historiquement reconnaissable. Nous voulions un environnement aussi intemporel que possible, même si l'inspiration 13 années 40 de la bande dessinée originale transpirait ici et là. Nous l'avons contrebalancé en y injectant les pires aspects de New York contemporain. Gotham City, c'est un peu le New York de l'an 2000, une ville entièrement livrée au crime et dont les architectes se désintègrent complètement. Nous avons enfreint les règles de base de l'urbanisation américaine. La loi exige par exemple que l'éclairage des bâtiments soit dirigé vers le bas. Au lieu de ça, nous avons démantibulé la géométrie en vigueur, relié les rues entre elles, construit les habitations en porte-à-faux. Comme Tim l'a dit un jour, c'est une sorte d'enfer urbain qui aurait traversé le bitume sans rien pour l'empêcher de se répandre. First s'est donc arrangé pour conférer à Gotham City le look le plus éclectique possible. Ça rajoute au réalisme, vous savez, Metropolis a l'air d'avoir été conçu par un seul architecte. Mais prenez New York, ou n'importe des grandes villes actuelles, on dirait que 10 000 artistes s'y sont mis pendant des centaines d'années. Nous avons opté pour un pot-pourri de différents styles concentrés dans un endroit unique, tout en veillant bien à préserver une certaine cohérence. J'ai choisi des courants dont la fusion aboutirait à quelque chose de nouveau. Vieux bâtiments en grès matiné de brutalisme moderne, architecture gothique à la sauce futuriste italienne. Nous avons même copié l'art nazi. Pour le musée Guggenheim, j'ai puisé chez un architecte japonais nommé Shin Gamatu, un spécialiste des formes brutes, un fou de l'aérodynamisme ferroviaire,
Nous avons mis ce cocktail très dada dans un shaker, et ma foi, le résultat nous a paru satisfaisant. L'essentiel du film se déroulant la nuit, First a rejeté l'habituel arsenal de détails ornementaux au profit de silhouettes plus simples et plus massives. Les montagnes d'enjolivure ne servent plus à rien quand le soleil se couche. Personne ne peut les distinguer. D'où ces lignes démesurées, puissantes. Et comme je tenais à ce que le Joker soit la principale source de couleur du film, j'ai privé la vie de toutes les nuances superflues. Gotham est un lieu incolore, humide, sinistre, misérable. Située au cœur de la ville, elle abritera d'ailleurs l'ultime confrontation entre Batman et Joker. La cathédrale est l'un des décors les plus importants de Gotham City. Nous étions saturés de perspectives rectilignes, dit First. Nous étions passés à la cathédrale. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion rêvée d'arrondir un peu les angles. Ici encore, pas question de recopier un style trop daté. Je me suis simplement inspiré d'Antonio Gaudí, le célèbre architecte espagnol du début du siècle. Son travail respire l'art gothique, mais ce n'est pas gothique. C'est comment dire, impossible à situer dans le temps. L'idéal pour notre cathédrale. J'avais aussi en tête la maison de Norman Bates dans Psychose. Si vous regardez bien le toit de la cathédrale de Batman, vous reconnaîtrez la demeure d'Anthony Perkins. À l'arrivée, vous obtenez ce bâtiment excentrique aux multiples toits gothiques et aux escaliers en spirale. Dans mon esprit, la cathédrale devait être aussi inhospitalière que possible, comme si on l'avait condamnée après que Dieu eût abandonné la ville. À Gotham City, plus personne ne va à l'église. Au bout du compte, on construira Gotham City selon Anton First, en 3 dimensions, tâche démesurée qui mobilisera l'essentiel des 45 hectares de Pinewood, ainsi que la majorité de ces 18 plateaux. J'avais un architecte décorateur hors du commun, Terry Apsey, un habitué des superproductions de David Lean. Il avait travaillé notamment sur Dr. Zhivago. C'est un technicien compétent, familier des tournages épiques, construire des bâtiments hauts de 15 mètres de long, de 800, le recouvrir de plâtre et de peindre, n'était pas un boulot facile, même pour un vieux routier comme lui. Par-dessus le marché, j'avais augmenté la difficulté en amenant des buildings légèrement penchés pour les faire tenir. L'installation souterraine des fondations demandait au moins autant de travail que l'édification elle-même. Les armatures de base devaient toutes être coulées dans du béton. La maison sera en outre si haute qu'elle devait pouvoir résister à des vents de force 8. Et ça représente des tonnes de matériaux. Non content d'être le plus grand décor à ciel ouvert depuis Cléopâtre, le plateau de Batman devait être fin prêt en un minimum de temps. Vu qu'on tournait dehors, il fallait absolument avoir fini avant l'hiver. Une vraie course contre la montre. Avec l'aide de 250 ouvriers, nous avons mis 5 mois pour tout construire. Alors qu'on édifie le décor principal, First supervise l'habillage des autres plateaux, notamment celui qui accueille la Batcave. Les grottes sont ce qui est plus ennuyeux à concevoir. C'est moche, amorphe, déprimant. Pour renouveler l'imagerie, je me suis inspiré de la caverne du fantôme de l'opéra. Dans le film, la Batcave se situe sous les fondations de la ville, creusée à même la roche, là où serpentent les égouts. Ça la rend bien plus intéressante et dangereuse, ce qui convient parfaitement à Batman. Lui, que la moindre action mène toujours au bord du désastre. Notre Batcave est fissurée d'abîmes, dont il est impossible de déterminer la profondeur. Elle se présente comme étant une énorme poche au cœur de la montagne, et le plus grand plateau de Pinewood ne suffisait pas à rendre cette impression de gigantisme. C'est pour cela que nous avons construit, à part certains éléments, comme le mur de gadgets, les passerelles et la rampe d'accès, avant de les incruster optiquement au décor principal. Moins grandiose mais tout aussi minutieuse, l'élaboration de la panoplie de Batman sera confiée dans le même temps à Bob Ringwood, à qui l'on doit les fabuleux costumes d'Excalibur, vient de refuser Tuer n'est pas joué. Il y a tout juste 24 heures,
quand Chris Kenny lui téléphone pour lui parler de Batman. Le James Bond devait se tourner à Mexico pendant plusieurs mois, se rappelle Ringwood. À cette époque, ma mère était malade. Je ne tenais pas trop à quitter l'Angleterre. Batman est donc arrivé à point nommé. C'était une proposition d'autant plus intéressante qu'elle me permettait de donner vie à un personnage en 2 dimensions. Dans les dessins animés, on pourrait faire ce qu'on veut, élargir la cape d'un plan à l'autre pour créer un effet dramatique, changer les formes à la demande, affronter la réalité d'une créature en 3 dimensions est en revanche un véritable cauchemar. Mais j'étais prêt, j'étais même assez impatient d'entrer en compétition avec le dessin animé. En acceptant le travail, Ringwood endosse du même coup une écrasante responsabilité, celle de créer l'aura de Batman. Bob est un authentique artiste, assure Burton. Il était capable de prendre le train en marche à tout moment. Il est littéralement entré dans la tête d'un gars poussé par le besoin de se déguiser en chauve-souris, autant pour se protéger que pour produire un effet théâtral. Son approche du costume était extrêmement bien pensée. Il a su lui donner une extravagance calculée qui a tout de suite séduit. Le caoutchouc, le cuir, toutes ces choses un peu ambiguës. Grâce à lui, la panoplie de Batman fonctionne à tous les niveaux. Dans le film et sur Michael Keaton. Bien qu'il ait donné très tôt son accord, Ringwood refuse de mettre au travail avant de connaître l'identité du comédien qui incarnerait Batman. Je pensais qu'il choisirait de mettre un géant de 2 mètres avec une fossette au menton, dit Ringwood. Michael Keaton était tout sauf un géant de 2 mètres. C'était une idée intéressante, reste que son physique moyen m'a surpris. Je m'étais pas sûr d'en tirer le meilleur parti. Le propre du Batman de la bande dessinée réside justement dans sa carrure exceptionnelle. Il fallait donc transformer un homme ordinaire comme Michael en acrobate nocturne, imposant et musclé. Finalement, nous avons décidé de ne pas exagérer ses proportions au-delà du possible. Nous ferions tout pour lui donner une apparence de Batman, mais sans pour autant sacrifier sa crédibilité. Michael n'avait rien d'un Hercule. Il ne fallait surtout pas le noyer dans un costume trop grand et trop avantageux. Si j'avais opté pour cette solution, il se serait contenté de boitiller sous des tonnes de caoutchouc sans vraiment jouer la comédie. C'est pour ça que la portion la plus épaisse du costume autour des épaules ne dépasse pas 6 cm. En effet, j'ai simplement suivi les contours du corps de Michael au lieu de lui infliger 8 heures de musculation quotidienne pendant 2 ans, et je pense sincèrement que le costume final est bien plus réussi que si j'avais dû habiller un culturiste. Il dessine des muscles beaucoup plus stylisés que ceux d'un véritable athlète. À la base, Ringwood n'était pas un fan de Batman, ce qui ne l'a pas empêché, une fois l'acteur principal définitivement choisi, de se lancer dans des recherches intensives. J'ai bien dû voir 1 ou 2 épisodes de la série télé quand j'étais gosse, mais la bande dessinée me laissait complètement indifférent. Pour créer le costume, j'ai acheté plus de 200 comic books Batman de toutes les époques et je les ai potassés. J'avais déduit d'après plusieurs discussions avec Burton que le costume de film devrait davantage ressembler à l'armure des derniers comics qu'au déguisement plutôt ringard du feuilleton ou du dessin animé. Je me suis concentré sur les albums les plus récents pour me faire une idée précise. Ensuite, j'ai enfermé les livres à double tour et je me suis mis à gamberger. À quoi peut bien ressembler un homme déguisé en chauve-souris ? L'idée était absurde en soi. Le seul moyen de le prendre au sérieux était de jouer à fond la carte du mystère, de la noirceur et du sex appeal. À ce moment-là, j'ai laissé tomber les comics pour donner libre cours à mon imagination. Mais quelque part dans un coin de mon cerveau, je savais que je pouvais pas trop m'éloigner du Batman que l'avait dessiné Frank Miller. Ringwood avait beau s'éloigner des modèles existants, une chose le turlupine quand même. Que ce soit dans la série ou la télé ou la bande dessinée,
Le costume de Batman est teinté de bleu. Dur pour le chevalier de l'ombre. C'était clair et net, mon Batman ne porterait jamais de culotte turquoise. Ça me semblait inconcevable. Les chauves-souris sont noires, pas bleues. Et le noir est beaucoup plus sinistre, beaucoup plus sexy. Dans l'esprit de Bob Kane, Batman était revêtu de noir. Mais le noir ne donnait pas grand-chose dans les bandes dessinées en couleur. C'est pour ça qu'il s'était résolu à injecter du bleu, histoire de varier l'effet et d'amplifier l'impact visuel. Pour lui, le bleu était une version symbolique du noir. L'idée du costume noir était donc plus fidèle au concept original. Ringwood élabore un premier patron du costume, comme Michael Keaton tourne au même moment au Canada. Il envoie sur place un de ses assistants pour fabriquer des moules de la tête et du corps de l'acteur. On en tire une enveloppe en fibre de verre. Michael était avec nous dans le studio, un Michael en fibre de verre. J'avais passé une semaine avec Lynn Burman, une sculptrice formidable, à le recouvrir d'argile afin d'en tirer un mannequin aux formes aussi dynamiques que possible. À l'arrivée, nous avions plus de 10 modèles, certains avec leurs muscles hypertrophiés ressemblaient à un incroyable Hulk. Heureusement qu'il y avait parmi eux un corps magnifiquement fuselé, juste ce que nous souhaitions. Quelques couches de mousse de caoutchouc sur le prototype en argile, et le costume devient peu à peu réalité. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Et on se voit très vite pour le prochain épisode. Laissez des likes, abonnez-vous. Et merci encore. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.